Merci Jacques, merci Père pour le témoignage et tout ce que tu nous as si bien rappelé. Ça nous rappelle un ordinaire et moi et l'un ou l'autre ici dans la salle qu'il y a 20 ans, on était en Palestine dans la mission civile. On a eu l'occasion de visiter Gaza et je confirme, Gaza c'est juste magnifique. C'était magnifique. Elle le sera. Et j'ai envie, avant de passer la parole pour le thème suivant, de dire quand même une parole peut-être optimiste. J'ai fait la manifestation de dimanche dernier aux côtés d'un Palestinien qui venait de rentrer de Bethléem, que je connais depuis des années et que je n'avais pas vu depuis des années aussi. Donc on a fait toute la manif ensemble et je lui disais à un mot moucheté que j'avais l'impression, quand même, ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître difficile, mais la situation l'est. Je lui disais que j'avais l'impression, quand même, que nous nous trouvions à un point de basculement de la situation. Le rapport de force est occupé à changer. Je suis persuadé de ça. Jamais dans le monde, on a vu autant de millions de gens descendre dans les rues, dans tous les pays, dans toutes les villes, que ce soit. Jamais autant. Je lisais ce matin une déclaration d'un Iranien, je ne sais plus de quel ministre il s'agit, qui disait qu'en fait, la résistance palestinienne de Gaza n'avait jusqu'à présent utilisé que 15% de son armement et de ses réserves. Cet ami palestinien me disait, oui, probablement qu'on n'a jamais été à ce point-là. Mais il me disait, dans le même temps, je crains pour les 2 mois qui viennent. Il dit, je pense que les 2 mois qui viennent vont être terribles. Jaïda vient de dire et de rappeler, à juste titre qu'on assiste à quelque chose, on n'a plus les mots pour dire. On n'a plus de qualificatif pour expliquer ce qu'il en est. Ce que l'on voit, même si on en a déjà vu, et quand j'étais à Gaza il y a 20 ans, notre guide sur place, Amjad, nous faisait découvrir des choses qui nous dévastaient il y a 20 ans. Parce que je vous assure que nous, ici, dans nos pays, nous ne savons pas ce que c'est un pays en guerre. Nous ne le savons pas. Nous voyons des images, nous voyons des reportages. Ils peuvent être terribles, mais nous ne les vivons pas dans notre chair. Et se retrouver là, à Gaza, avec ces familles qui nous accueillaient, de voir les destructions déjà à l'époque. Le port de Gaza qui avait été financé par l'Union européenne était complètement détruit. L'aéroport qui avait été inauguré par, je pense, Clinton à l'époque, était complètement détruit aussi. On en avait ramené des morceaux d'ailleurs. On avait ramené des morceaux de tarmac pour aller les donner aux représentants européens en leur disant, mais attendez, c'est notre argent qui finance ça et quoi, vous laissez faire. Eh bien, cet ami palestinien m'a dit, Daniel, c'était la Suisse, il y a 20 ans. C'est pour vous dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent maintenant, c'est indescriptible. Indescriptible. Il y a une épuration ethnique claire. Il y a un plan génocidaire clair. Mais je veux rester sur cette note positive et vous dire que cet ami palestinien à qui j'exprimais ce
ce point de bascule qui me semblait décelé me disait oui, probablement. Probablement que cette situation, c'est pas comme les guerres précédentes qu'il y a eu en 2018, en 2014, en 2012, etc. à Gaza. C'est pas de même nature. J'ai lu des choses complètement absurdes, des essais d'analyse en disant c'est une troisième intifada. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, vraiment un plan qui est poursuivi depuis longtemps et qui trouve là une occasion de déployer toute son acuité, puisque le gendarme du monde actuel donne carte blanche et même alimente Israël en armement. Donc, il me disait ce que Jaïa vient de dire. Les Palestiniens vont payer un sang terrible. Mais, je pense, et il pensait, qu'on assistait au début de la fin du sionisme. Et vraiment, vraiment, je pense que nous devons continuer plus que jamais à être présents, à parler de la Palestine. Et je vous remercie d'être si nombreux ce soir, à la veille des fêtes. Nous, en famille, on a décidé qu'il n'y aurait pas de fête. On n'a absolument pas la tête à ça. Comme je l'ai dit il y a un mois, nous sommes en deuil. Et il n'est pas question d'avoir l'esprit à faire une fête quelconque. Nous devons nous tenir dans la retenue et nous devons nous tenir en solidarité avec ce que traversent les Palestiniens. Voilà, merci. Et, si on fait une pause, en général, ça va pas quelqu'un. Vous êtes d'accord, hein? Non, en général, ça va pas. Je vais essayer de faire la transition entre la première partie de la soirée et la deuxième. En fait, pour les militants qui luttent depuis de nombreuses années, on le sait en fait, c'est chaque fois de pire en pire. Et aussi l'image qu'on voit sur Facebook, ça n'a pas commencé le 7 octobre. En fait, c'est pas juste une image qui dit ça n'a pas commencé le 7 octobre, c'est vraiment, ça fait partie du point de basculement. Donc la situation elle est toujours de pire en pire, 2008, 2014, 2012, ça a toujours été de pire en pire en fait. Par rapport à ça, je voudrais parler un petit peu, revenir sur ce que Mohamed a dit. Donc c'est vraiment dans la salle, il y a des personnes que j'ai pu voir, moi franchement 20 ans, 10 ans, des années, vraiment, et aussi ça, c'est pas n'importe quoi. Des gens que tu n'as plus vu depuis 20 ans, mais aujourd'hui ils sont là, c'est pas pour rien en fait. Donc je pense que les gens ici ne sont pas là par hasard. Et donc je voudrais, Mohamed a parlé de la construction en fait. Si on parle de la Palestine aujourd'hui, c'est pas parce que 2-3 blancs académiques, universitaires, droits de l'hommistes ont décidé un jour ou l'autre de penser au peuple palestinien. Non, c'est parce qu'il y a des Palestiniens qui ont laissé leur vie ici, en Europe, et plus précisément ici à Bruxelles. Mohamed l'a dit, à XL, Naïm Kader aussi, plusieurs en fait, si on se renseigne, beaucoup de Palestiniens, mais aussi Algériens et de militants anticoloniaux se sont fait tuer dans les rues d'Europe. En fait, donc il y a cette période et ensuite il y a les organisations blanches liées à des partis ou à des ONG qui portaient un petit peu la question palestinienne. Et j'en ai fait partie, on en a fait partie. Quand je suis parti à Gaza, ben, c'est par l'association belgo-palestinienne. Et en 2008, si mes souvenirs sont bons, ou avant, donc naît le mouvement citoyen Palestine, dont pas mal de membres fondateurs sont ici dans la salle. Et le mouvement citoyen Palestine naît en fait, de la situation
catastrophique en Palestine de manière générale, et en fait une contradiction dans la manière de soutenir, en fait, pour nous, en fait, parce que le Mouvement Citoyen Palestine, je considère que c'est une organisation autonome, c'est-à-dire la plupart c'était des sœurs avant tout, des frères issus de la communauté de l'immigration marocaine principalement, et qui se retrouvent en fait face à des associations qui revendiquent deux États, et à l'époque, c'est pas il y a longtemps, mais qui parlent aujourd'hui dans ces associations, il y avait à l'époque pour le droit au retour des réfugiés palestiniens. C'était une évidence. Aujourd'hui, ça n'apparaît plus. Mais nous, à l'époque, donc le Mouvement Citoyen Palestine, en fait, se crée, en fait, ces militants qui sont quelques-uns ici dans la salle, créent le Mouvement Citoyen Palestine, qui est en fait autonome et qui est tout à la création pour deux États, toujours pour deux États, mais en tout cas un soutien clair à la résistance du peuple palestinien. Et moi, un petit peu honteux, on en a parlé, les nouveaux historiens israéliens. Il y en a dans la salle qui me parleront parce que je le regarde, mais c'est comme mon papa. Les nouveaux historiens israéliens, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Depuis 1948, on sait que les villages ont été rasés. Donc pour nous, en fait, et pour la plupart des gens dans la salle, la Nakba a été vraie, en fait, quand des Israéliens nous ont dit qu'on a exterminé et expulsé et détruit des villages palestiniens. Mais on n'a pas, en fait, les Palestiniens n'ont pas dû attendre les nouveaux historiens israéliens que pour savoir ce que les nouveaux historiens israéliens disaient. En fait, ça, c'est juste un réflexe raciste de notre part, l'Occident, en fait. Parce que tant que ces Arabes nous disaient qu'on les a expulsés, qu'il y a eu des viols, qu'il y a eu des destructions de villages, qu'il y a eu un nettoyage ethnique, en fait, on ne les écoutait pas. Comme aujourd'hui, comme en 2000, comme en 2010, comme en 2014, aujourd'hui les Palestiniens nous parlent d'armes qui les brûlent de l'intérieur. On entend des Palestiniens qui disent des armes, des Palestiniens qui nous parlent d'armes qui brûlent de l'intérieur. On ne les prend pas au sérieux, ou en tout cas on ne s'y intéresse pas. Depuis combien d'années les Palestiniens, 2001 quand on y était, bombe au phosphore, ils devaient convaincre quelques vingtaines, trentaines, cinquantaines d'occidentaux que, hey, les gars, on est en train de nous bombarder au phosphore. Et nous, certainement, tu crois pas qu'ils exagèrent? Mais en fait, les rapports sont approuvés. Et donc, pourquoi je raconte ça? Donc, le mouvement citoyen Palestine, en fait, seront sur plusieurs points de décision, dont le soutien à la résistance, qui n'existe pas dans les organisations encore actuelles, et plus tard, 2008, je pense, rejette l'acte fondateur, si je peux dire, du mouvement citoyen Palestine, et qui dit on ne reconnaît plus ce qu'on a appelé, ce qu'on a cru en fait, la solution de deux États, mais nous nous basons, en fait, et c'est là aussi, quand on parle de un État, c'est pas les quatre zigotos ici en face de vous qui sont en train de dire, en fait, la solution d'un État, c'est la meilleure. Mohamed l'a aussi dit, en fait, la question palestinienne, pour nous ici, elle ne peut pas être détachée de la question du racisme, de la perception que l'Occident et les États coloniaux ont sur les autres, et y compris sur les Arabes. Parce qu'en fait, la solution de deux États, on l'a cité, c'est les Nations Unies qui l'ont reconnu. Mais, renseignez-vous, parce que je ne suis pas précis, mais les Nations Unies, à cette époque-là, c'est une vingtaine de pays. C'est une vingtaine de pays, dont 17, je pense, européens. Et 2 ou 3 pays africains qui ont voté contre. Et dans les 17 pays qui ont voté pour, il y a 2 pays européens qui s'abstiennent. La Yougoslavie et la Grèce, si mes souvenirs sont bons. Mais aujourd'hui, la solution de 2 États reconnue par la communauté internationale. Mais c'est des couillonnades, tout ça, en fait.
La solution de deux États, depuis le premier jour de l'occupation, depuis la reconnaissance d'Israël de 48, les Palestiniens n'ont jamais pensé ou cru ou quoi que ce soit que ça pouvait être une solution. Je ne sais plus moi quel Palestinien m'a dit ça un jour. Mais imaginons, on enlève votre mère. Imaginez tous, j'enlève votre mère. Et je vous dis, est-ce que vous voulez la récupérer à 72% ou je la garde en entière? Eh bien, vous tous, vous direz, moi je préfère ma mère vivante. Divisez-la, cette Palestine. Je préfère ma mère vivante parce qu'un jour, je vais la récupérer en entier de son vivant. Et là, aujourd'hui, on est dans ce point de basculement. Il y a ici dans la salle, mais peut-être dans vos familles, dans votre connaissance. Et je parle de ça parce que en fait, c'est ce que je découvre. Il y a la plupart des gens, en fait, aujourd'hui, la plupart des gens dans les manifestations, qui se sont... On s'en foutait de la Palestine, en fait. Ces 10, 20, 30, 40 dernières années. Msmor, comme on dit. Ils sont pardonnés. Mais tous ces gens, mais non, même pas, c'est pas vrai. Des personnes en 2001, quand nous on était là, des enfants qu'on a vus dans les manifestations. Des enfants qu'on a vus dans les manifestations. La plupart des gens aujourd'hui ne connaissent pas la solution de deux États. Qui croit réellement dans la solution de deux États? Personne. Personne en fait. Mais c'est logique. C'est logique. Netanyahu supporte aussi. Juste Netanyahu et les personnes en fait. Si vous voulez vraiment diviser des pays, divisez l'Europe. Divisez l'Europe. Les Belges en premier, divisons la Belgique et puis on vendra aux Palestiniens dans 100 ans. En fait, il ne faut pas faire ça à mon avis. Mais, donc, on parle de point de basculement et franchement, pour moi c'est un peu malsain quand même. Si les frères et les sœurs ici à ma gauche n'étaient pas présents, c'est un peu malsain de parler de ça. Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour ça en fait. Et donc c'est très malsain pour moi, si j'avais pas mon frère Mohamed et ma sœur Jaïda à côté de moi, et qui me permet en fait de répéter ce qu'ils disent. Que 20 000 morts, aujourd'hui, Obama, 20 000 morts. C'est le double. On est en train de discuter, et se dit, oh, le prix à payer, il est dur. 20 000 morts. Vous imaginez? Mais j'ai aussi entendu les représentants de la résistance palestinienne qui disent que nous, les Palestiniens, on est comme tous les peuples. Malheureusement, ce n'est pas le peuple élu. Ils sont comme tous les peuples, égaux. Ils ne demandent pas d'être mieux traités que les autres. Et ils disaient, on est comme tous les peuples, comme le peuple congolais, comme le peuple algérien, comme le peuple sud-africain, comme le peuple angolais. Et ils ont cité comme ça tous les pays occupés. Et tous ces pays ont eu un prix à payer. Comme, je dirais, comme la Belgique, comme la France. Ils ont eu un prix à payer. Et on n'a pas, pour l'Europe, il n'y a pas eu ces débats jusqu'où le pacifisme. Jusqu'où le pacifisme. Jusque quand tu passes derrière ma porte. Jusque quand tu passes derrière ma porte. C'est pas être va-t-en en guerre, ça. Si je viens chez vous et que j'occupe votre maison, mettre la personne à la porte, ça ne fait pas de vous un violent. Jusqu'où le pacifisme? C'est à nous de nous poser cette question-là. On ne peut pas la poser à des peuples qui résistent. Donc, une de nos positions à nous, c'est en tout cas, si ce n'est pas de soutenir la résistance palestinienne, c'est en tout cas de ne pas la condamner. C'est de ne pas la condamner. En sortant de la maison, j'ai vu, mais elle date d'il y a 2-3 jours, et tout ça c'est pour nous en fait. Hein. On est tous en fait décolonisés dans notre tête. Et on peut tous à un certain moment ou l'autre parler de otages palestiniens, otages israéliens, ou de guerre, ou de ci ou de ça. On est tous en fait... et donc je sors de la maison, il y a une carte blanche qui est parue dans Le Soir, avec 200, 300, 400 profs d'UNIF. Elle est sortie. Non. Mais ces gens-là, leur nom est écrit. Ces gens-là, leur nom est écrit. Et ces gens-là, leurs enfants, ou qui que ce soit, dans 10 ans, 20 ans, mais en fait,
Pas dans 50 ans, parce qu'on verra, nous tous ici, Inch'Allah, on verra la Palestine libre. La plupart ici, des grands frères, qui sont mon papa même, des grandes sœurs, ils m'ont dit, il y a une vingtaine d'années, c'est pas pour toi le combat, tu ne verras pas la Palestine libre. C'est pour tes enfants, peut-être. Et ben moi, aujourd'hui, à mes enfants, je leur dis, on verra la Palestine libre. On est à un point de basculement. Et on est le point de basculement. Et donc, il faut prendre position. On doit prendre position. Les Palestiniens, ils prennent leur position. Et ce n'est pas à nous de leur dire oui ou non. Tu soutiens ou tu soutiens pas. Tu soutiens, tu soutiens. Et c'est ce que j'ai écrit à mon frère Mohamed, quand Samidoun Bruxelles a existé. Alhamdulillah, Samidoun à Bruxelles, le mouvement citoyen Palestine n'a plus à réfléchir. Le mouvement citoyen Palestine n'a plus à réfléchir. Est-ce qu'il soutient la résistance, oui ou non? Est-ce qu'il fait le boycott, oui ou non? Est-ce qu'il fait ci, oui ou non? On ne réfléchit plus. Et vous n'avez plus à réfléchir. Si vous soutenez la Palestine, il y a un mois, c'était il y a un mois la conférence qu'on a faite. Il y a un mois, j'ai pris le micro vénère. À la fin de la soirée, j'ai pris le micro vénère. Et j'avais raison. J'avais raison. Malheureusement, non, c'est pas rigolo, c'est pleurer. On est sorti de là et j'ai dit, aujourd'hui, donc il y a un mois c'était, aujourd'hui, il y a un acte politique que tous les militants palestiniens doivent accomplir s'ils sont des soutiens à la cause palestinienne ici à Bruxelles. Un acte politique essentiel. Et je crois qu'il est encore essentiel aujourd'hui. Vous sortez de chez vous. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous faites « Je suis Samidoun ». Je suis Samidoun. Je ne suis pas Mouvement Citoyen Palestine. Je ne suis pas ABP. Je ne suis pas UPJB. Je ne suis pas Comac. Je ne suis pas rien du tout. Je suis Samidoun. Pourquoi je suis Samidoun? Pourquoi je suis Samidoun? Parce que Samidoun aujourd'hui qui risque de se retrouver en prison. Samidoun aujourd'hui qui risque de se voir retirer les papiers. Pourquoi je suis Samidoun? C'est pas parce que Mohamed c'est mon pote, je l'aime bien ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que politiquement aujourd'hui, après Samidoun, ça va être vous. Ça va être vous. Et comme on a toujours une pensée de raciste, et qu'en fait ce qui arrive aux autres, si ça n'arrivait qu'aux autres, et toujours qu'à eux, parce que moi j'aime pas trop. Si ça n'arrivait qu'à eux, en fait on s'en foutrait. Il faut toujours dans notre mécanisme d'occidentaux, de racistes, que ce qui arrive de grave puisse un jour ou l'autre nous arriver à nous. Ces Arabes qui se font taper par la police, si ce n'était que les Arabes, on n'en a rien à foutre en fait. Mais tant que c'est tes enfants, hein, là tu commences à t'intéresser aux violences policières qui se passent. Les Palestiniens aujourd'hui, on doit dire, ah oui, mais c'est grave, t'imagines que ça nous arrive à nous? Mais on s'en fout que ça ne nous arrive pas à nous. Ce qui se passe là, même si ça ne nous arrive pas à nous, c'est grave, c'est un génocide. Et donc on ne doit pas attendre que ça nous arrive à nous pour s'organiser. Et donc aujourd'hui, mon petit secret en fait, c'était quand les gens m'ont répondu qu'ils seront présents, c'est qu'ici dans la salle, il y a des gens qui partagent une expérience dont on ne peut pas se passer en fait. Dont on ne peut pas se passer. Il y a aussi, quand on voit, Mohamed l'a dit, il y a différentes personnes en fait, ici. Certaines qui luttent pour le droit aux sans-papiers à avoir des papiers. Eh bien, c'est un lien avec la Palestine. Parce que ici à Bruxelles, aujourd'hui, il y a toute une communauté de Palestiniens qui se voient menacés de retirer leurs papiers, y compris des enfants. Soutenir ces personnes-là, ici à Bruxelles, c'est de la résistance. C'est comme ça qu'on soutient la Palestine. C'est pas en ceasefire no, ceasefire no. Franchement, c'est ça qui est triste. Franchement, c'est pas du jugement, ne répondez pas. Qui a cru à ce ceasefire no là directement? Je sais pas si je suis un parano, mais dès que j'ai entendu ceasefire no, pour moi ça voulait dire arrêter les attaques terroristes du Hamas. C'est ça que ça voulait dire. Il n'y a pas de ceasefire no, il y a soutien à la résistance. Et donc ici, écrire à tous ces universitaires, tous ces socialistes, tous ces écolos,
tous ces gens de bonnes intentions, ce sont des alliés. Je ne vous dis pas de leur jeter la pierre. Aujourd'hui, si on veut soutenir la résistance palestinienne, c'est à tous les niveaux. C'est de dire aujourd'hui, parce que vos enfants, attention, c'est ce que je me dis, attention, mes enfants, mes petits-enfants, un jour, ils verront un papier de merde où le nom de leur arrière-grand-père a signé qui condamnait des attaques du 7 octobre ou qui condamnait des gens qui ont lutté contre un génocide. Qu'est-ce que Georges-Louis Boucher et tous ces politiques aujourd'hui qui refusent de nommer ce qui se passe aujourd'hui comme un génocide vont nous dire quand la Fédération internationale des droits de l'homme déclarera que c'est un génocide, les Nations Unies déclareront que c'est un génocide. Qu'est-ce que vous allez dire pour tous ceux qui font le contraire? Et donc, dans le soutien à la résistance, il y a d'écrire à nos élus, nos petits élus, conseillers communaux, échevins, bourgmestres. Pourquoi on a mis le drapeau ukrainien en berne aux communes? Pourquoi on ne mettrait pas le drapeau palestinien en berne? Est-ce que c'est une revendication de loufoque? Non, par contre, c'est un geste qui peut nous montrer leur courage. Et en 2024, on va voter. Eh bien, rappelez-vous de qui a dit quoi, quand. Qui a dit quoi quand 20 000 personnes sont mortes? Je vais arrêter en vérité. Je vais demander si juste dans la salle, il n'y a pas des frères, des sœurs qui ont mené, par exemple, les premières actions de boycott, veulent pas enchaîner. Parce qu'en fait, le petit... Ou des questions, ou quoi que ce soit, ouais, pour pas directement une intervention. Aujourd'hui, en fait, le petit secret, c'est qu'on ressort d'ici pas unis. Qu'on ne ressort pas unis, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on ne va pas s'entendre. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais il y a moyen que 2, 3, 4 groupes, ou un seul groupe, sortent d'ici avec des objectifs qu'on se fixe et qu'on atteint. D'ici les quelques semaines, les quelques mois. Donc voilà, désolé. Merci. Quelques mois, c'est le boycott. Donc sur ça, on peut leur faire perdre énormément d'argent. Mais il y a un truc sur lequel je rejoins, c'est que ça fait 2 mois et demi qu'on sort tous les jours. Et on crie, j'en ai un peu marre de crier des slogans. Surtout qu'après 2 mois et demi, on entend que voilà, la Belgique veut retirer la nationalité aux enfants palestiniens nés en Belgique, ce qui est simplement, c'est honteux. Après, c'est bien qu'on puisse bouger ici tous les jours, en Belgique, et prouver, montrer notre solidarité, notre soutien. Mais voilà, moi j'aimerais savoir, le boycott c'est déjà très important, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place, à part le boycott, et qu'on se sente un peu plus utile, comme par hasard, aider les réfugiés palestiniens ici en Belgique, c'est déjà aussi quelque chose de magnifique, à côté du boycott. Mais voilà, pour qu'on sente que ça bouge, quoi, que les Nations Unies, que l'Europe elle fasse quelque chose au lieu d'être complice d'un nettoyage ethnique et d'un massacre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, à part des rassemblements quotidiens? Ça, c'est une question que je me pose tous les jours. Juste, je regarde le ciel. Bader, est-ce que je peux te donner la parole? Je pourrais, parce que le boycott, c'est pas d'il y a 2 mois, et on doit... Oui, bien sûr, mais ça fait des mois que mondialement... 2004. Oui. T'as eu que des bras. Ouais, mais je m'en Viens complètement. Oui, mais non. Je vais faire simple. Ouais, quand il le sent, je pense. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous. Je suis un peu le vieux de la vie, très ancien. En fait, j'ai commencé à militer pour plus la fort, cause s'il te palestinienne. plaît. Oui, vous m'entendez. J'ai commencé à militer pour la cause palestinienne au moment où il y a eu, donc je reviens un peu en arrière, et je crois que notre ami ici en face me connaît, avec Mohamed, quand nous étions dans le mouvement la Ligue humaniste contre le génocide et l'impunité. Donc à ce moment-là, il y avait
la visite qui allait se faire de Ariel Sharon ici à Bruxelles. Et j'étais parmi ce groupe qui a été au palais de justice pour déposer une plainte, parce qu'il y avait une loi en Belgique concernant la compétence internationale. Et voilà, donc à ce moment-là, Ariel Sharon n'a pas pu venir ici à Bruxelles. Donc ça c'est déjà une chose. Et alors à ce moment-là, ça s'est répandu dans la presse le soir, etc., cette information. La BBC en a parlé à ce moment-là. Et nous, on a diffusé alors à ce moment-là des documentations sur le massacre de Sabra et Shatila. C'est comme ça que ça a commencé, etc. À ce moment après, on a rejoint donc le mouvement citoyen Palestine. Le mouvement citoyen Palestine avec les campagnes que nous faisions devant la Commission européenne. Donc pendant une semaine, tu te rappelles, on a fait donc distribution de flyers avec toutes les résolutions des Nations Unies qui n'ont pas été exécutées, parce que toutes les résolutions concernant donc la création de qu'est-ce que je peux dire, de cette bande de sionistes qui existe pour le moment et qui est en train de massacrer toute la population, eh bien dans ces résolutions-là, son existence ne devait être que s'il y avait existence de l'État palestinien. Et donc ça, de toute façon, c'était comme ça. Par après, donc, grâce à Nathalie, on a pu monter une exposition sur la question palestinienne, parce qu'auparavant, on montrait que des images du sang, des cadavres, etc. Mais on voulait informer les gens sur la question palestinienne. C'est quoi les Palestiniens? Dans quel système ils vivent? Voilà, donc la Nakba, les réfugiés, les prisons, tout ça, on a dû parler de ça pour informer les gens, pour que les jeunes générations puissent connaître cette situation. On a publié même, on a des images avec des livres pour qu'ils puissent s'instruire, etc. Donc ça c'était. Ensuite, on a dû monter une campagne de boycott qui est tournée vers la communauté, parce qu'on savait qu'à un certain moment, il y avait des dates qui provenaient des colonies israéliennes, donc les rives Jourdain, rive Jourdain. Un jour, je découvre par hasard une boîte de cette date-là, et je vois Made in Israël, et je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse financer les colonies israéliennes. À ce moment-là, on a monté une campagne vraiment efficace, parce que là, on a touché aussi bien à la radio que dans les marchés, les braderies, tout ça. On a fait une campagne avec des milliers de flyers, quoi. Mais on a fait ça, tous des groupes comme ça qui se sont rassemblés, excusez-moi, et finalement, ça a été efficace. Donc, la première année, on a diffusé, la deuxième année, la troisième. La quatrième, on voyait plus les boîtes. Et ça, c'était vraiment... Pour moi, j'étais content parce qu'il y a d'autres associations qui ont continué aussi cette campagne. Et le jour où j'étais quelque part, il y a un jeune qui me présente ce feuillet et qui me dit, voilà, ça, je lui dis, c'est quoi? Il me dit, c'est pour le boycott des dates. Mais il ne savait pas que j'étais à l'origine de ça. Et ça, c'était vraiment la joie immense que j'avais. Surtout que j'avais fait un message choc, hein. À ce moment-là, j'avais nommé le chef d'État sioniste, et je dis, Ariel Sharon, Ariel Sharon vous souhaite un bon Ramadan en vous envoyant ces dates. Voilà les marques des dates. Parce que je me suis dit, si je dis aux gens, s'il vous plaît, soyez solidaires avec le peuple palestinien, boycottez tel produit. Non, il fallait avancer de ce... Et bien sûr, les gens, ils ont été choqués que quelqu'un comme ça, un criminel, un dirigeant sioniste, puisse aider. Donc ça, je peux me dire. Je veux juste un petit témoignage par rapport à tout ce qui a été dit, si vous voulez bien, parce que le frère a parlé de l'Allemagne, etc. Je veux vous dire qu'en Allemagne, depuis les années 50, c'est un soutien fidèle à l'État sioniste. C'est-à-dire que pour se payer le crime qu'elle a commis, eh bien, c'est-à-dire tout ce qui se produisait comme technologie en Allemagne était directement transféré chez l'entité. C'est-à-dire qu'on construisait une nouvelle locomotive, un train, on l'envoyait. Plus la transfusion, comme on dit, financière.
C'est-à-dire que l'Allemagne continue à envoyer de l'argent et donc elle soutient. Et on a appris même que pour la guerre de 67, l'Allemagne a participé en donnant des renseignements, en fournissant certains armements. Et dernièrement, donc avec Angela Merkel, elle a offert à Israël des sous-marins nucléaires. Des sous-marins nucléaires. Et donc, depuis cette époque-là, les années 50, 60, l'Allemagne finance. L'armée israélienne finance l'occupation israélienne. Ça veut dire que tous les navires marchands en Israël ont été fournis en partie par l'Allemagne. Donc l'Allemagne, aujourd'hui, il ne faut pas vous étonner qu'elle ne bronche pas, tous les partis d'ailleurs ont condamné l'attaque de la résistance, moi je parle du 7 octobre, et d'ailleurs dans ma famille, le 7 octobre, quand il y a eu cette attaque-là, et alors quand il y a eu les premiers bombardements, on me disait on va écrire Palestine. Non, j'ai dit il faut écrire Palestine vaincra. Et j'étais sûr que la Palestine va vaincre, Inch'Allah. C'est ce que je pensais. Juste un petit témoignage sur cet effort. Il y a vraiment beaucoup de monde. Parce que je voulais parler des prisonniers, parce que les Palestiniens, par centaines de milliers, ont été dans les prisons. Donc on ne vous parle pas des petits otages qui ont été. Tout le monde va parler, vous êtes pressé ou quoi? Il n'y aura pas d'ordre comme ça, je vais faire dans la logique de ce qui est devant moi. On est tous ici ensemble, il n'y a personne qui va parler avant l'autre, ou ça. Tout le monde va parler. Je m'excuse. C'est nous pour J'avais des choses à parler sur les prisonniers. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Il n'y a pas une famille palestinienne. Il n'y a pas une famille palestinienne qui n'a pas eu un membre dans les prisons. C'est une utilisation que fait régulièrement. En fait, il serait à table, tout le monde l'aurait écouté. C'est tout. Vas-y, Bader. C'est là qu'il devait être, en fait. Il n'y a pas que l'armement et les guerres qui est utilisé par Israël. Il y a l'emprisonnement par intimidation de toute la population palestinienne, où qu'elle soit, à Gaza ou en Cisjordanie. C'est une méthode d'intimidation. Des centaines de milliers de Palestiniens sont passés dans les prisons. Imaginez ça, ça n'existe dans aucun pays, ça ne s'est passé. Les assassinats politiques. En fait, la mafia qui règne, qui gouverne l'entité sioniste, cette mafia a le droit de tuer sans juger. Au niveau mondial, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tuer un intellectuel palestinien, tuer les cadres de la population palestinienne sont tués les uns après les autres. Ça, c'est une méthode qui est utilisée par Israël, il n'y a personne qui en parle. Voilà, j'avais d'autres choses à faire, mais c'est l'émission. Excuse-moi, Bader. Il y en a, on ne savait même pas marcher que Bader, il était en train de truquer, on t'a coupé. Excuse-moi, Bader. Non. C'est l'invité de soirée aussi. C'est un des invités. Oui, un des invités. c'est pour ça que je dis excuse-moi, il y en a, ils ne savaient même pas marcher, que Bader était en train de militer pour la Palestine et je lui ai coupé le micro et ça m'énerve. Ben déjà, moi je voulais réagir à Fatima et lui dire merci parce que il y a énormément en fait, quand on est radical dans notre lutte, on est marginalisé très rapidement, on est très rapidement mis dans une case et nous on a été très très marginalisés et voilà, donc typiquement tu décrédibilises, tu n'aides pas la cause, toutes des remarques comme ça. Et aujourd'hui en fait, avec tout ce qui se passe grâce à la résistance en Palestine, des personnes se radicalisent et radicalisent leur discours. Et il faut beaucoup de couilles pour faire ça en fait. Donc merci à toutes les personnes qui radicalisent leur discours. Par contre, il faut keep up. Parce que les gens qui étaient radicaux il y a 10 ans et qui soutenaient le Hamas il y a 10 ans, aujourd'hui se sont encore plus radicalisés. Et aujourd'hui c'est eux qu'il faut soutenir.
Parce qu'encore aujourd'hui dans la lutte, il y a des marginaux, des radicalisés, des gens qu'on va traiter de terroristes. C'est eux qu'il faut soutenir. Ceux qu'on va le plus qualifier de terroristes, d'extrêmes, de violents, c'est eux qu'il faut soutenir en fait. Parce que si on a si facile à isoler les résistants, c'est via la marginalisation en fait. Donc nous, les personnes qui n'étions pas radicales, on se radicalise, les gens radicaux se radicalisent encore plus, mais là il faut rattraper le train en marche. On ne peut plus se permettre de perdre des années et des années et des années dans nos discours. On doit directement plonger, tête la première, et réaliser en fait ce qui se passe. On ne va plus réexpliquer 1 milliard de fois les mêmes choses, en fait. Il faut arrêter de se justifier, de s'excuser, ça y est, on arrête avec ça et on est direct maintenant. On arrête d'essayer de prouver aux gens qu'on est des humains et qu'on mérite de vivre. Ça, il faut arrêter. Bravo. Vraiment. Et moi, une question que j'ai, par contre, ça c'est vraiment une réelle question que j'ai pour les intervenants. Je ne comprends pas pourquoi on parle encore des politiciens, de la politique et du vote. Si quelqu'un peut m'expliquer aujourd'hui, ça sert à quoi de voter? Quel parti politique mérite notre vote? J'aimerais bien avoir une explication par rapport à ça. Parce que moi, je ne vote pas, je n'appellerai jamais au vote et je ne comprends pas. Pour moi, ils n'existent pas, ces gens. Je fais abstraction de eux. Comme ils font abstraction de moi, je fais abstraction de eux. La lutte, elle va être de en bas, elle va être des gens, du peuple, des gens libres en fait. Et les politiciens ne font pas partie des gens libres. Ils font partie des gens qui ne sont pas libres. Donc moi, je ne comprends pas comment on parle encore de vote, de partis politiques, et j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je suis prête à changer d'avis et à aller voter en juin si on arrive à me convaincre sur cette question-là. Pour la Palestine, je serais prête à me lever, à aller voter, même si ça va à l'encontre de mes valeurs et de tout ce à quoi je pense en fait. Donc c'est ça ma question. Si personne n'y répond. Moi, c'est, puisqu'on est dans le destruction, je sais pas le mot, mais les couilles sont très molles, donc il faut peut-être qu'on dise autre chose quand on veut dire qu'on est fort. C'est juste ça, ouais. Il faut des ovaires pour être fort. Bon, c'est juste pour dire un petit truc. Mais moi, j'avais plus une question qu'un commentaire, ou peut-être ça va devenir un commentaire, je sais pas. Mais en fait, je me demande un peu sur la façon d'avancer pour vraiment s'unir et de continuer la lutte. Et je pose cette question pas pour mettre en question ce que ça veut dire vraiment de reclaim Samidoun et tout ça, parce que moi je suis tout à fond dedans, mais je me pose par rapport à comment on peut élargir la lutte le plus possible, et je dis ça par rapport vraiment à une expérience. Donc moi je suis en Europe depuis 9 ans, et je me rappelle par exemple 9 ans. Oui, enfin, anyway, mais en 2014, j'habitais à Vienne quand il y avait l'attaque sur Gaza en 2014. Et j'étais un élève, je viens du Liban, j'ai jamais dû me justifier pour quand je parle de soutenir la Palestine et de parler contre l'Israël. Et du coup là, j'étais appelée nazie à Vienne, et donc en 2014. Et depuis, donc ça m'a silenced me, parce que j'ai eu peur. J'arrivais pas à comprendre en fait, et j'ai commencé doucement à comprendre ce qui se passe en Europe en fait, comment tout ce qu'on dit contre l'Israël, bon voilà, vous savez de quoi je parle. Et c'est vraiment très nouveau depuis, je crois, le 2021, Sheikh Jarrah, et l'attaque sur Gaza, que j'ai commencé à dire les choses comme elles sont, parce que je me suis dit, voilà, ça suffit. Je ne suis pas seulement pour la Palestine, mais je suis contre l'Israël, donc j'ai commencé vraiment à utiliser les bons mots. Je suis pour la résistance, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, alors que j'ai grandi avec la résistance. Donc ça, c'est pour dire combien c'est puissant de cet acte de silence, de silence, et de réprimer
quand on parle de ça. Et même moi, libanaise qui a grandi, comme on dit en arabe, halib la résistance, j'ai dû désapprendre ça pour le réapprendre, pour le réclamer de nouveau. Et du coup, je parle de ça pour me demander, en fait, maintenant on est dans un moment très important, comme vous en avez dit, vous avez tous dit, toutes et tous, qu'il y a un moment où on voit un changement dans le discours, on voit un changement dans ce qui est dit. Moi-même, j'ai arrêté, tout le monde dit oui, free Palestine, je dis non, stop Israel, c'est ça qu'il faut dire, parce que free Palestine, c'est vague, oui, c'est ça l'ultime vision, mais c'est vague, il faut nommer les choses. Et du coup, j'ai commencé dans les petits trucs, dans mon boulot, autour de moi, et puis avec les actions aussi, avec Fatima et tout. Mais il y a aussi plein de personnes qui apprennent tout ça pour la première fois. Et du coup, j'ai eu un peu une conversation avec quelqu'un où j'ai été prise un peu contre la résistance, alors que voilà, de nouveau. Mais pour dire seulement le point qu'il y a beaucoup de gens que si on parle tout de suite de la résistance, alors qu'ils viennent d'apprendre juste maintenant sur tout ça, on risque de les perdre parce qu'ils n'ont pas le même vocabulaire. Et rappelez-vous, j'ai dû désapprendre et réapprendre ça tellement c'est puissant, c'est violent, toute cette répression en Europe et toute cette ignorance qui en fait qui fait de nous des gens barbares parce qu'on parle de résistance. Donc c'est ça le contexte que je veux apporter. Et du coup ma question là dans cette conversation avec cette personne, je disais en fait, est-ce qu'on pourrait pas travailler d'une façon que garder tout le travail pour la résistance, mais faire en parallèle tout le travail que l'ABP, que je sais pas, comme même si on est contre leur vision ultime, mais quand même participer à cette pluralité pour que plus de personnes connaissent la Palestine. Voilà, tous les jeunes parlent. Moi, j'ai une étudiante qui est de l'Allemagne, puisqu'on a parlé aussi de l'Allemagne, ses parents ont toujours été pro-Palestine et tout. Après le 7 octobre, ils sont genre non, et elle, tous les jours, elle se bat avec ses parents pour leur dire, pour leur expliquer. Elle parle pas d'enfants tués, elle parle pas de martyrs, elle parle de colonialisme, elle parle de sionisme, elle parle de settler colonialisme, elle utilise les mots. Et elle, par exemple, elle a déjà commencé avant, donc elle est déjà loin, elle parle de résistance, elle n'a pas encore parlé de résistance avec ses parents, mais elle va arriver. Mais il y a plein qui sont encore dans, ok, maintenant, les Palestiniens, ok, la Palestine, c'est une question, on apprend ça, puis il y a une autre étape, puis il y a une troisième étape, puis une quatrième étape. Je ne sais pas si c'est une question, mais plutôt, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut faire une pluralité dans nos approches d'une façon à ne pas trahir la résistance, sachant que ça peut à long terme amener à cette vision qu'on a, ou est-ce que, voilà, c'est pas, ce que vous pensez de ça, c'est un peu, je sais pas, voilà. Was I clear? C'était clair? Ouais, c'est clair. Merci. Bon, dans son prolongement, moi je m'appelle Nassera. Je vais commencer tout de suite par dire une chose. Je suis Samidou, d'accord? Puisque tu as dit que c'était un acte de résistance, parce que je soutiens la lutte armée du Hamas. Et voilà, comme ça c'est clair. Juste voulais dire, quand je vous entends dire l'ABP, l'UPJB, etc., quelque part ils ont des discours mous, moins de radicalité que les autres. Je suis un peu triste d'entendre ça. Je fais un petit peu de bénévolat à l'ABP et je suis dans la commission ISPAL, Israël-Palestine, de l'UPJB. C'est des amis, pour certains en tout cas, pas tous, et de l'UPJB je parle. Et du coup, je suis un peu triste parce que je me dis, il ne faut pas que ce mouvement de résistance, il commence ici à avoir des divisions, quelque part à l'image de ce qui se passe aussi en Palestine, parce que ça déforce en fait la résistance. Toute forme de résistance, elle est importante ici, concernant la Palestine, toute forme de résistance. Et on ne sait pas, comment dire, moi si vous voulez, ils ont construit un argumentaire intellectuel pour moi concernant la résistance pour la Palestine. Ils m'ont aidé à une conscience beaucoup plus politique, ça fait quand même plus de 15 ans que je les côtoie, même 20.
les deux, hein, l'UPJB comme l'ABP. Et je suis triste quand j'entends ça parce que je me dis, on dessert la cause palestinienne finalement. Parce qu'on déforce la résistance. Ensemble, on est... Je vais juste finir. Ensemble, je pense qu'on est plus fort. D'accord? Ensemble. Quelle que soit la forme de résistance. S'il te plaît, laisse-moi finir parce qu'après j'ai du mal à continuer. Vas-y. Donc on dessert. J'ai envie de dire, continuez votre chemin. Chaque mouvement, il continue son chemin, il trace. Tant pis si parfois il reproche à certaines personnes d'avoir un discours moins radical que d'autres, etc. Tant pis, foncez. Foncez, ça ne doit pas vous arrêter, mais n'excluez personne. Parce que ça déforce, et les gens qui côtoient l'UPJB, l'ABP, s'ils entendent dire des choses comme ça, tiens, le doute il commence à s'immiscer. La suspicion elle commence à s'immiscer, à mon avis, et on tire des forces à droite et à gauche, et malheureusement on dessert la cause palestinienne, à mon sens. Mais quand Samidou organise une vraiment. manifestation, non, je voudrais juste dire quelque chose. Quand le groupe Samidou organise une manifestation, non, je pense On est tous entre frères et sœurs ici, on va... On débat, on se bat pas. On débat, on se bat pas, on est d'accord, il n'y a pas de problème. On va même se fixer des missions pour ceux qui sont à l'ABP, à l'UPJB. Ça, c'est la partie. Alors moi, ma question est, c'est qui dessert qui? Parce que quand le groupe Samidou organise une manifestation, qui c'est qui les boycotte? C'est qui les boycotte? Ben, je vais l'entendre. C'est qui les boycotte? C'est qui disent il ne faut pas y aller? Et ils interdisent à leurs militants, et qui interdit les drapeaux, ils interdisent à leurs militants d'y aller. Non, ils se sont fait et ils y vont quand même. C'est pire, taper dessus. Alors il faut arrêter de dire qui dessert quoi. Parce que Samidou, quand eux font une manifestation, je suppose qu'ils y vont sans aucun problème. Mais ce n'est pas le cas dans le sens contraire. Et c'est de moins en moins le cas. Ok, l'ABP a servi à un certain temps. Je suis d'accord avec vous. À un certain temps, l'UPJB, ok, vous avez aussi raison là-dessus. Mais aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé dans le passé. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et tout le monde l'a fait ensemble, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, qui bloque qui? C'est ça ma question. Et pour quelle raison qui bloque? C'est quoi leur il faut leur demander. Parce que je sais que dans leur partenariat, il y a certains mots. Je te donne le micro, on est là pour... C'est comme ça que je comprends aussi, parce que moi j'ai besoin de comprendre. On va faire sortir du schmilblick, hein. Il faut qu'on parte avec des idées claires et qu'on sache quoi. Je dis pourquoi justement ils boycottent alors? Pourquoi? Moi il me semble, j'ai une hypothèse, c'est par rapport à leurs partenaires. Des partenaires et les subsides aussi, ils sont un peu liés, c'est ça? C'est les subsides. Moi je pense que on utilise certains mots, je crois qu'ils sont... Je pense que Mohamed est bien placé pour répondre peut-être. Ouais. Dans le chaos, moi. The main problem is not Samidoun. Samidoun in Belgium, we exist since 1 year. But these organizations, they have been always having problems with Boots as Panthers, with many different organizations. It's very similar to the repression in Germany. Germany is doing this against the Palestinians, not also because they support Israel, or also because they are apology to the Jewish people. No, because they are Nazi, nationalist, racist Germans. They are looking for any enemy. 100 years ago, the enemy was for the Nazi Germany was the Jewish people. Today, in 2023, is the Arabs and the migrants and the Muslims and the Jewish people who are against Israel, and they are anti-Zionist. In Belgium, what we are facing is the main problem with Samidoun is with our political line. So you ask them, what's your problem with Samidoun? They say, oh, the flag, the language, but they never say, what is the problem with Samidoun? It's exactly two things. We say free Palestine from the river to the sea, and we say we support the Palestinian resistance. They say, we are a civil society organization, we don't support violence. First of all, resistance is not violence. And second, we also, in Samidoun, we are a civil society organization. We don't have militia in Samidoun. We don't have an armed group in Samidoun. If the police today come to my apartment, they will not find Kalashnikov. They will find flyers and a banner and a poster. But we have right
as a civil society movement to support the Palestinian resistance. And this is what we are doing. We are literally practicing our right as a Palestinians and as a civil society organization to say we support the Palestinian resistance because this is legitimate resistance. And I think this conflicts with the different organizations, because what we say today, 10 years ago, this used to be the BTB. The BTB used to support the armed resistance. I have photos in the refugee camps of Al Helwi camp. In 2006, I was a boy, 15 years old. There was a delegation from Comac and from the BTB, and they started taking photos with the Kalashnikov. Should I send this to Liswar and to Liberal and to tell them this is the ABB for the election? They will lose then the election. This is what they are concerned about. They are concerned about the votes, not for the Moroccan and for the Muslims and for the poor, because you already voted for them. Now they want the votes of the stupid farmers working, they call it working class in the Flanders, the rich people. So this is the dilemma they have. It's not us who changed. We say what we say, not us as an organization. The Palestinian people, we have resistance, armed resistance since 1936. Before 48, the Palestinian resistance are fighting by arm against the British colonialism and then Zionism. And we fought by armed against the Ottoman Empire even before. So it's nothing new for the Palestinians to practice armed resistance. And we will keep practicing this. The main problem with those organizations who are just concerned about their budget, their money from the European. We in Samidun are weird. Why? Because we don't take money from the European Union. We don't. We will not take money from the European Union. They are forcing us to become an NGO. Because in Belgium, they did the same with the Palestinian organization in West Bank. Most of the organization we hear about them in West Bank, 20 years ago, those used to be grassroots organization, not NGOs. Al-Damir and Al-Haq and all of those used to be militant organization. Now they have office, 40 employee, secretariat, someone opening the door, someone make tea for people, 10 people working for administration, 5 people working for, and the European Union is paying. Do I believe as a Palestinian that the European Union will give me 50 cents for the liberation of Palestine? This is another way of colonialism. And this is what the NGOs in Belgium is playing this role. This is the same with Amnesty, with the HRW, with all of this. Today, as a Palestinian, I wait from Amnesty to define and to say, yeah, the struggle, the cause of the Palestine, it's an apartheid. I don't define my struggle from a Western colonial institutions funded by the British state and from the British Foreign Ministry. When it comes to the BDS, who said the BDS started in 2006 or 2004? There is campaigns for the boycott of Israel since the 60s and 70s. The Palestinians themselves boycotted the British army in the 30s. So, and this was recognized for 6 months. So this was recognized as the biggest boycott action the Palestinian people did in the 30s. So we wait now European NGOs to lecture us and to make workshop to teach the Palestinians how to make a boycott. Today they make us to believe, Palestinians in West Bank, activists and NGOs believe that they need to come to Belgium and to the Netherlands to explain to white people what apartheid is. It's fucking Dutch word. It's in Flemish. The apartheid is not even in English or in Arabic. How you wait someone from West Bank to explain to Dutch guy from Rotterdam what apartheid means? It's your language. It's like explaining to you Arabic, you know, it's like a white guy came to explain to you. And it's their language because it's their tactic and strategy. They invented apartheid. They invented colonialism. So I am waiting them, they need me to come to Utrecht and to The Hague and to explain to them that we are living. So what they did, those NGOs, today the official boycott movement in Belgium is controlled by Intel. And you only boycott the settlements. You cannot say, I boycott Israel. It's not Allah. You only boycott the product of the settlements that come from the West Bank. And you boycott this because Israel must stop occupation of the West Bank. We boycott everything that's coming from the Zionist state of Israel, and we do boycott to erase
the Zionist state of Israel and to dismantle it, to dismantle this colonial system. So I see those NGOs and Zionist left in Europe, let's be clear about it, which is the PS, Intel, ABB, all of these NGOs. This is the Zionist European left that play the same dirty game with the Algerian brothers and sisters. The Communist Party of France supported the Algerian armed struggle? Of course not. The PS was supportive to the Algerian armed struggle? Of course not. They were attacking and they called them terrorists, and the same with the South Africans and so on. So they are playing a very dangerous role, more than the Zionists themselves, the extreme right wing. Because the extreme right wing of the Zionists make it clear. This is who we are, we do genocide, we do ethnic cleansing and so on. The NGOs and the Zionist European left are fighting for better Israel. They want the Israeli state to respect human rights. They want the Israeli state to stop colonialism, occupation in the West Bank, because they know this is the only way to protect the existence of the Zionist state of Israel. And they think the far right wing in Israel is crazy, not because they are killing Palestinians, but because they are destroying the state of Israel. And yes, the state of Israel must be destroyed. The second thing is the Zionism. It's European movement. Zionism was not established in Haifa and Safad and Jerusalem. Zionism was established in Bern and Basel and Brussels and Paris and Berlin. So yes, for sure, we need to fight Zionism in Palestine. We need to defeat Zionism in West Bank and Gaza and Jerusalem and Haifa and Jaffa, but we need to build the grave for Zionism here in Brussels and in Basel and in Berlin. And this is where we have a duty as citizens to be part of this struggle to end and defeat Zionism, not only in Palestine, but also here. Here in St. Gilles, we have many Zionist institutions and companies who are involved in the ethnic cleansing of Palestine. They keep saying the situation in Palestine is very similar to South Africa. It's true. But even that we disagreed in the way that South Africa finished, and we say, yeah, the apartheid finished. I do believe personally that the apartheid in South Africa it still exists. But who was fighting with the South Africans? It's the white settlers, right? The Jewish people was part of the armed resistance in South Africa. White settlers was part of the armed resistance in South Africa. Why not in Palestine? We wish, like I was surprised in the first event we did, when Eitan spoke from Decolonize. And he did an amazing speech. He explained what's Zionism from 18th century until he arrived to the 7th of October. And then he said, on the 7th of October, Palestinians occupied Israeli villages. So when it comes, they are happy to support the Palestinians when we are poor, when we are looking for food or blanket or a tent, when we are between the mud and so on. But when we are strong and we have will and we have resistance, then we are terrorists and we are dangerous and then we are freaking out and then we are occupier, even for the ones who are in solidarity with us. And I see this is not because he is Zionist, but because still he is racist. And he needs to work on himself to accept that yes, he can be equal with those Palestinians. And if Israeli brain can manufacture Merkava, Gaza brain can manufacture Yassin rocket. And we can be equal on this. But we need to accept it. And yes, we are generous enough as Palestinians. We are telling those Israeli activists, if you really believe in equality and justice, come and join the resistance. Come and join the armed struggle. Are you willing to go to prison? No. Are you willing to be martyred? No. Why? Because he have so much privileges that he don't want to give up on. He have 2 passports in his pocket. He have 2 salaries in his pocket. He free taxes. He can travel with Ryanair from Brussels to Tel Aviv. He paid 20 euro for holidays. Why he need to lose this privilege for a fucking Palestinian guy who live in a refugee camp and then we need to be equal? Impossible, of course. And this is the crisis, this is the sickness of Zionism, and this will only be cured and healed by the resistance and by the rockets that's coming from Gaza, to the mentality and to the consciousness
of those Zionist people. So it's important to keep reminding them that South Africa happened and the resistance took place by the involvement of the white people and black and Jewish people in the armed struggle in South Africa. And then why the resistance in Brussels is fine and fighting Nazi, this is the resistance, and when it comes to the Palestinians, then we became terrorists. And this also has to do with the Islamophobia. I am not religious as Muhammad. We come here as Palestinians, as leftists, and even from the radical left and atheists, and we find ourselves in Europe fighting for the right of hijab. Because of racism. In Samidoun, we are a leftist communist organization working in France about right of hijab and against Islamophobia. And in Lebanon, we are seen as kafir and atheist and out of the society. So this is the dilemma we face, because the main problem and the crisis, it's here in Europe, not in Tel Aviv. Who is those settlers? They are coming from Paris and Vancouver and Brussels and Berlin and so on. But for us as Palestinians today, what we see, we can be very proud to see young Moroccans and Algerians and Kurdish and Turkish new generations of this society, second and third generation of migrants, is controlling the streets of Brussels, shouting loud for a free Palestine from the river to the sea, doesn't hesitate to support clearly the Palestinian resistance. This is amazing. This is what truly the Palestinian resistance is not Palestinian. We will never manage to have the drones in Gaza without the Tunisian brother who was martyred, Zawahri. Zawahri. We will never have this resistance without having our brothers and sisters from Yemen fighting with us. Since the 7th of October until now, more than 500 martyrs in Lebanon. Those are part of the Palestinian resistance. Actually, there is many Moroccan people in Gaza helping to manufacture weapons. There is many engineers from Indonesia living in Gaza, in the tunnels, helping to manufacture weapons. It's not only pure Palestinian resistance. And when we say Palestinian, we mean identity of liberation. Not ana dammi Palestinian, my blood is Palestinian. This is bullshit. Don't repeat it in the demonstration and so on. This doesn't represent the Palestinian people. The Palestinian cause, we are, my aunt is married to a Tunisian and to an Algerian, and those people live still with us in the camps, fighting with us for liberation and so on. So this is the cause of the Palestinian. And Jad, we are seriously very proud to see, and that's why I think if you see this, the Belgian state have different positions on the international level. This is not this because this fucking prime minister is being progressive and he is being generous with the Palestinians. This is because of you, because of the pressure in the streets, in the universities, in the students, in the schools, in the supermarket. I see old women with hijab distributing flyers in the supermarket, attacking Carrefour and so on. This involvement of the citizens, the real citizens in the struggle, this is what annoys the Zionists. And if you ask yourself always what we can do for the Palestinian resistance, and Jad, seriously, just organize yourself in your neighborhood. If your people in your neighborhood are fighting for accommodation, this is important for the Palestinian resistance. If there is a police violence, if you mobilize against the police violence, this is more than important if you carry the Palestinian flag. Because this is directly contributing to our struggle. This is directly contribute to defeat this Belgian fascist state who still supply and fund Israel with a lot of money. So we have many duties to work on. And yes, we work for the boycott and isolation for the state of Israel, and we have to normalize the right of the Palestinian resistance. Because this is our right. We will keep resisting. The Palestinian people will not give up. Not only the Palestinians, the people of the region and us here. So I think, like, yes, we can always feel what we can do, what we do is not enough, and so on. But I see faces after the 7th of October, mainstream, I see stand-up comedians, I see activists, I see artists, I see hipsters, I see people who I disagree with, they support Palestine. And this is not because of the advocacy of certain NGO, this is because of the Palestinian armed resistance and the blood that the people of Gaza are paying. Yes, for sure, there is a lot of destruction in Gaza. Maybe 70% of the city is destroyed. But this is the decision of the Gazawi people. When we say the resistance, we cannot separate the resistance from the people of Gaza. Even if the resistance comes Hamas, PFLP, DFLP, Islamic Jihad, and so all of them, they come from the same family.
They come from the same neighborhood. The production, the Gaza Strip, is the one who produced the resistance. It's not the resistance is someone outsider coming to control Gaza Strip. This is Zionist propaganda. The resistance is something essential in the identity and the consciousness of the Palestinian people and the Arab people, and this something will continue and will never stop. People leave, politicians follow. Yeah, regarding that, I don't have a fixed answer for this because I used to support the BTP, for example, and I think they are the best because they use Palestine a lot for their propaganda and for their campaign and so on. But today, when I saw the difference, I saw how they flip on one day. I see how dangerous they can be and how dangerous they can be. What I think we need to be is not to be busy with this bourgeois election and who to elect and so on. And I don't think our role as migrants is to make Belgium as a state looks better, because the deep state will be always our enemy, and we will never manage to change this state unless we defeat Zionism and imperialism and the United States and so on. What we have to do here is to annul the state, is to mobilize ourselves. And I don't see any space for us here. Arabs, people of color, real working class, white working class. I don't see any space for us in any of the existence political parties, even the left. The left in Europe is becoming more and more racist. We need a new definition of the left. They still believe in the hammer and sickle, right? There is no farmers anymore and there is no workers anymore in the same way it used to be. The real working class and the one who are deprived from the right of work, the refugees and the migrants, those Palestinians from Gaza here in Belgium, they don't have right for shelter. Not even the Petit Chateau is accepting that. So for those political parties, like the BTP, for example, will be very happy to support the Palestinian refugees in Lebanon or in Gaza, but will never dare to make campaign to give citizenship for the Palestinian refugees in Belgium, because this will be harmful for the election. So I think we need a new definition of what we understand when we say left. Who is the classes and the group of people in Europe who have direct interest for a change to sacrifice for it. That's why the people of Gaza sacrificed now with more than 25 martyrs, because they are the most Palestinian group who are suffering and they are seeking change. That's why they crossed the border by all means. So here in Europe we need a new definition of the left, the migrants and the refugees and the poor working class. We need to organize ourselves and to mobilize ourselves in our own party, in our own representation. All of this leadership of BTP and Ecolo and so all of them, they are Flemish. Even the ones who live in Liège, they are Flemish and coming from West Flanders and East Flanders. This is racist groups that will never really struggle for our rights. It's only us who can do it. So for election, I don't think we need to be involved in this kind of election campaigns to serve any of those in power. But I think in a strategic way, we need to collect more and more forces of unorganized people to organize ourselves and to use the strength and power that our community have in skills and languages and all of this. Ouais. On va rebondir sur le boycott. Si on revient, il y a un projet qui a demandé la parole. Oui, je fais comme ça. Il y a Karim aussi depuis tout à l'heure. Okay, English, right? So my name is Ali. I would like to comment on from the river to the sea, and in collaboration with the 7th of October. It's just my own opinion, okay? So, from the river to the sea, basically, it's
not the Palestinians who invented. Okay, they call it like what do you mean when you say like from the river to the sea? This is like genocidal, but it was the Zionists who had this slogan, you know, in the beginning. Okay, they had it because it's a plan, but when we say it, it's a right and it's a defense, it's a demand. It's totally different. It's totally different from like colonial expansion, okay, genocidal plan, than a self-defense, okay? So, colonialism, okay, implies genocidal term. Why? Because if you look at the United States, how it existed, settler colonialism, okay? From the ocean to the ocean, okay? Same. They have wiped off all the indigenous people. New Zealand, the same. Australia, Gran Canary, Canada, all those countries, okay? Palestine is just another example, just another extension of this centuries and centuries of the European colonialism, okay? We're not different. So, and also, it was the Zionist leaders, when they arrived, they said, we want it all. Ben-Gurion, their slogan, from the river to the sea, okay? They have said that multiple times. I wish the sea could eat the people, okay? And Rabin have said that, okay? So, the thing is also, if you look at the map that Netanyahu held, only 3 weeks in the UN speech, okay, in front of the whole world leaders, with the map showing the whole map of Palestine, okay, has no existence of Palestinians, no West Bank, no Gaza, no nothing, right? So he went, that's from the river to the sea, for another example for them, you know, repeating it again, in front of the whole world, no one said nothing, wiping off all the Palestinians. That's was just 3 weeks in the UN before the ongoing genocide, okay? So, the other thing I would like to say is, by definition, okay, international law, the blockade is defined as and considered a genocide. So all these years, Gaza was under siege and siege. It was by international law, it's a genocide. Okay, so I would like to say so. Back to the 7th of October. Okay, it was a counter-genocide, anti-genocide action, self-defense for a genocide that has been going for many years, for decades. Okay, so the genocide was going everywhere in Palestine and in Gaza by many ways, and they have to self-defend themselves against the colonialism, okay, in Palestine. So we are defending ourselves. So one day, not to be, and feel bad for all the indigenous people around the world, not to be like the indigenous New Zealanders, the indigenous Australians, the indigenous Native Americans.